Focus Projet. Bienvenue sur Focus Projet, le podcast du management de projet. Le management de projet, qu'est-ce que c'est ? Ça va être les différentes techniques et outils qui vont nous permettre de mener à bien nos projets. Planning, coûts, risques, gestion d'équipe, changement, communication, définition du besoin. Au fil des épisodes, on va voir tout cela ensemble. Alors que tu sois le directeur de projet de la prochaine Gigafactory ou que tu te retrouves à t'occuper des projets de ton entreprise en plus de ton travail, abonne-toi. Ce podcast va simplifier la réussite de tes projets. En dehors des rares cas où l'on réalise un projet pour son entreprise et entièrement en interne, on se retrouve souvent avec des partenaires pour mener à bien le projet. Cela va être le client, les fournisseurs ou les sous-traitants par exemple. Dans ce cas, même si on espère que tout se passe bien, il peut aussi arriver que les éléments que l'on attend du partenaire ne soient pas au niveau et que la relation devienne conflictuelle. Comment faire dans ce cas pour que cela ne plombe pas votre projet ? Pour en discuter et vous apporter des solutions, je reçois aujourd'hui Jean-Charles Savournin, expert en management de projet et contract management. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Tanguy, merci de me recevoir dans ce podcast. Je vais peut-être commencer par te présenter ce que tu fais déjà. Oui, alors effectivement, j'interviens en tant que consultant sur des problématiques de gestion de projet et de contract management depuis une dizaine d'années. En parallèle, j'ai une activité d'enseignement puisque je suis professeur affilié à l'ESCP Business School. J'interviens aussi dans d'autres institutions et je suis arrivé à ces métiers-là via la gestion de projet puisque pendant 12 ans, j'ai piloté des grands projets internationaux plutôt dans les infrastructures énergétiques, on va dire globalement dans l'énergie et les infrastructures. Pour rentrer dans le vif du sujet, peut-être commencer par définir ce qu'est le contract management, vu que ça va être la ligne directrice. Oui, tout à fait. Le contract management, alors déjà, on pourrait se dire comment on l'appelle en français. Alors en français, on l'appelle contract management. Il y a différentes traductions qu'on peut trouver, gestion de contrat, administration de contrat, qui ne sont pas tellement satisfaisantes parce qu'elles n'englobent pas tout ce qu'on veut mettre derrière le contract management et ce qui est mis dans l'acception anglaise. Et donc, qu'est-ce qui est mis derrière ? On peut le définir, j'ai envie de dire formellement, en disant c'est la gestion de la relation contractuelle avec l'autre, et relation contractuelle, mais relation au sens large finalement, mais qui est définie dans le contrat. Moi, j'ai l'habitude de dire plus prosaïquement, le contract management, c'est écrire ce qu'on a envie de faire ensemble et ensuite faire ce qu'on a écrit. Voilà, donc c'est pour ça qu'on rejoint la notion de contrat / projet dans cette logique-là. Oui, parce que l'idée, c'est quand même de tout formaliser dans le cadre d'un contrat. Oui, alors tout formaliser, pas forcément, mais en tout cas formaliser, c'est à l'image d'un contrat de mariage. Le contrat de mariage, on va pas tout formaliser, on va pas tout réguler, on va pas dire moi je prends le petit-déj à 7h, moi je prends le petit-déj à 6h45. Non, on va pas tout formaliser. Par contre, on va donner les grandes lignes. Et puis surtout, on va définir qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, on n'est plus d'accord. Et là, c'est un élément important, c'est comment on va résoudre les conflits. Alors sur le contrat de mariage, on va directement à comment on clôt le sujet, mais sur les contrats commerciaux, sur lesquels les enjeux sont différents, on va définir comment on peut éviter aussi d'arriver au conflit. Mais c'est vrai qu'on va mettre aussi une description de ce qu'on veut faire ensemble, de qu'est-ce qu'on veut mettre dans la relation. Encore une fois, si on fait le parallèle avec le contrat de mariage, il y a la logique de mariage qui est quand même relativement cadrée. Dans un contrat commercial, on doit décrire, en fait, si on reprend finalement la logique de relation contractuelle au sens français du terme, à partir du moment où on a un accord sur le prix et la chose, on a un contrat. Donc le contrat, on va définir quelle est la chose et quel est le prix. Qu'est-ce qu'on échange ? Dans une logique de contrat-échange, qu'est-ce qu'on échange ? Il y en a un qui va offrir une prestation, un produit, un service, un résultat, et l'autre qui va offrir de l'argent en face, pour faire très simple. Et du coup, le but, c'est d'aller plus loin que ça et de définir comment la relation, de manière générale, va fonctionner, si je comprends bien. Oui, c'est tout à fait ça, de définir le fonctionnement. Alors effectivement, où est-ce qu'on veut aller ensemble, mais aussi comment on va y aller. Et le comment on va y aller inclut un partage de responsabilités. Et donc, c'est là qu'on fait aussi le lien entre le contract management et le project management. C'est-à-dire qu'en gestion de projet,
on a cette logique de maîtrise des risques et opportunités. Et finalement, on va dire quelle responsabilité, moi, je suis prêt à garder en tant que client ou partenaire ou contractant. Quand on dit quelle responsabilité, c'est finalement quel risque je continue à porter. Et l'autre, quelle responsabilité il a et donc quel risque il continue à porter. Donc c'est là qu'on retrouve cette logique risque. Effectivement, le contrat, on va l'utiliser avant signature comme outil de maîtrise des risques dans les fameux plans de traitement. Et après signature, on va l'utiliser comme outil à la fois d'identification des risques, parce qu'en lisant le contrat, ça permet de savoir ce qu'on porte comme risque et ce que l'autre porte, et aussi comme outil, via les avenants, comme outil de traitement de risque. Et c'est ça qui est intéressant dans cette logique-là, avec toujours le volet relationnel, hein. On est dans le même bateau et les projets sont faits par des personnes. Faut pas oublier de le rappeler. Non, faut pas oublier celui-là, il est important, faut pas oublier de le rappeler. C'est un premier lien que tu nous donnes entre la gestion de projet et le contract management. Peut-être d'une manière générale, comment le contract management va venir s'interfacer dans les projets et dans le management des projets d'une manière plus large. Comment ça s'interface? Comment ça s'interface? Tout simplement parce que de plus en plus, les projets font appel à des contrats. Même la majorité des projets internes aux entreprises, on va faire quelques achats, on va prendre des prestataires. Donc il y a de toute façon de plus en plus dans les projets une relation contractuelle qui s'établit et qui est à piloter. Et donc on va piloter cette relation contractuelle. Alors évidemment, c'est d'autant plus vrai quand on est sur un projet qu'on achète, ou dont on achète l'exécution quand on est côté client, ou dont on vend l'exécution quand on est côté contractant. Hein, c'est typiquement le cas de l'entreprise qui fait construire une nouvelle usine. Elle va acheter la construction d'une usine et il va y avoir une entreprise qui va vendre la construction d'une usine. Et donc là, c'est d'autant plus vrai que le projet finalement existe parce qu'il y a cette envie d'avoir un contrat entre un client et un fournisseur, et qu'ensuite le projet existe parce que le contrat existe. Et donc on voit bien cette dualité entre projet et contrat, où finalement, encore une fois, le projet existe par une volonté d'avoir un contrat, et ensuite le projet existe de par l'existence du contrat. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on en parle de plus en plus? Est-ce que c'était pas déjà le cas avant? Je sais pas, tu dis qu'on en parle de plus en plus, mais je pense qu'on met peut-être plus ça en lumière et en exergue maintenant, mais moi enfin, ça fait une dizaine d'années déjà, on parlait déjà pas mal de ça. Après, j'ai pas 50 ans d'ancienneté dans le travail, donc je sais pas depuis quand c'est réellement le cas, mais enfin, je pense que c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité et qui redevient peut-être d'autant plus d'actualité, mais qui existait quand même déjà, peut-être non? Ouais, alors effectivement, il y a 10 ans, on en parlait déjà beaucoup. Il y avait des entreprises au sein desquelles c'était émergent. Globalement, si on regarde la France, mais plus largement l'international, ça fait une grosse vingtaine d'années que le contract management se développe. Et donc, il y a 50 ans, on n'en parlait quasiment pas, voire pas du tout. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les typologies ou les montages de projets ont changé. En fait, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, on a des projets qui sont avec des financements privés. Et ça date finalement des chocs pétroliers des années 70, où les États avaient un peu moins d'argent pour financer les projets. On fait de plus en plus appel à des fonds privés. Et les fonds privés, qu'est-ce qu'ils font? Bah, eux, je veux pas blesser les chefs de projet ou les maîtres d'ouvrage, mais pour un financier, un nouvel aéroport, une centrale électrique, une autoroute, c'est une ligne dans un tableau Excel avec un pourcentage au bout qu'on appelle rendement. Et donc, la question, c'est comment, quand on est financier, qu'on soit prêteur, banque ou investisseur en capital, en equity, comment on fait pour fiabiliser ce pourcentage de rentabilité? Eh bien, comment on fait? On crée une société projet sur les gros projets d'infrastructure, et tout simplement, on va passer un maximum de risques aux contractants en dehors de la société projet. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 70, on a vu une émergence de contrats de performance, de résultats, par opposition à des contrats de produits. Parce que les maîtres d'ouvrage, les clients ont eu tendance à passer un maximum de risques à leurs contractants, sous-traitants, entreprises générales, on les appelle comme on veut.
dans ces grands projets d'infrastructure. Et ensuite, le métier de contract management s'est diffusé dans d'abord dans les différentes couches, en partant du client contractant niveau 1, rang 1, rang 2, rang 3, et aussi dans d'autres secteurs d'activité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on retrouve des bonnes pratiques de gestion de projet. Encore une fois, on écrit ce qu'on a envie de faire et on fait ce qu'on a écrit. Pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus de l'intérêt du contract management, pourquoi est-il nécessaire de bien gérer sa relation contractuelle avec ses différents partenaires et pourquoi faut-il le border de manière contractuelle vu que c'est quand même à cela que l'on revient? Ouais, alors déjà, pourquoi on va le borner, on va le décrire de manière contractuelle ? Tout simplement pour garder une trace. Alors, c'est pas qu'on n'a pas confiance dans l'autre, mais on voit très bien sur les projets que les équipes changent. Et donc, quand on a une trace écrite, ça permet de garder finalement une continuité dans le pilotage du projet et dans la réalisation du projet. Et on n'est pas soumis, même si les projets sont faits par des personnes, on n'est pas soumis à la mémoire ou au relationnel qui peut se créer entre personnes. Le fameux on travaille à la confiance, ça n'existe plus. Enfin, il y a encore des secteurs d'activité qui peuvent le dire. Moi, je vois encore des entreprises qui me le disent, mais c'est de plus en plus rare. Encore une fois, parce que l'idée, c'est pas de ne pas faire confiance à l'autre ou que de penser que l'autre est un filou, mais c'est vraiment une logique de garder une continuité du projet, quels que soient les intervenants sur le projet, à la fois de mon côté et du côté de l'autre. Et donc, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles on va avoir besoin de faire appel à de l'écrit pour garder trace. Et quoi de mieux qu'un contrat, que des avenants ou des comptes rendus signés, mais encore une fois, en fonction de ce qu'il y a dedans, ça peut tout à fait avoir tenir lieu de contrat. Quoi de mieux qu'un contrat pour définir ce qu'on a envie de faire ensemble? Donc ça, c'est l'idée. Et d'une certaine manière, un élément de gestion du risque. Ça nous permet de limiter le risque lié aux personnes et à l'éventuel changement, changement de personnel. C'est un peu ce que je comprends de Tout ce que à tu fait. viens de dire, quoi. Ouais, tout à C'est ce fait. qui va permettre de mitiger ce risque-là. Tout à fait. Et alors en plus, on va aller au-delà parce que quand on reprend les basiques de gestion de projet où on dit il faut une note de cadrage. Bon, c'est sympa la note de cadrage, mais quand on est côté contractant et qu'on a un client, quoi de mieux qu'un contrat pour être une note de cadrage? Dans le contrat, on va retrouver qu'est-ce qu'il faut faire, pour quand et à quel prix. On retrouve le QCD, qualité coût délai. D'accord? Alors, qualité coût délai, ça peut être un autre sujet, le triangle d'or, mais sans rentrer dans le débat. On retrouve ces 3 éléments. Donc, on est bien sur un volet note de cadrage. Ensuite, effectivement, au chef de projet, côté contractant ou fournisseur, d'adapter la méthode de gestion de projet qu'il peut avoir en interne. Mais on est quoi de mieux qu'encore une fois qu'un contrat pour être une note de cadrage entre un client et un fournisseur. Encore une fois, même entre un client interne et un fournisseur interne, on a une note de cadrage. Ouais, Globalement, ça ressemble à un contrat d'un point de vue qu'est-ce qu'il faut faire, pour quand et combien. c'est un contrat en interne. C'est un contrat en interne et il y a des entreprises qui l'appellent contrat interne. Mais oui. C'est pas entre entités légales, il n'y a pas forcément de signature officielle dessus, il n'y a pas de conditions de paiement, il n'y a pas de conditions de garantie ou pas. Parfois, il y en a d'ailleurs, mais pas toujours. Mais effectivement, certains appellent ça contrat interne. Et surtout, ce qu'on veut éviter avec le contract management, c'est les réclamations. Ouais, Ça, c'est un sujet. on y arrive du coup. On y arrive. Comment la bonne gestion du contrat va permettre, du coup, d'une certaine manière, la bonne gestion du projet et sa réussite. Et je pense qu'on arrive un peu à ces réclamations, justement. Oui, alors effectivement, les réclamations, la gestion des réclamations, c'est un des 4 piliers du contract management. Les 4 piliers que vous retrouvez dans mon livre Contract Management, outils et méthodes. Mais c'est le 4e pilier. Et l'objectif des 3 premiers, c'est évidemment d'éviter ce 4e. Et ce qu'on voit quand on regarde un peu l'histoire de la gestion de la qualité et du contract management, on a des histoires similaires. On a fait de la qualité dans les entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de rebuts, il y avait beaucoup de surcoûts. Il y a beaucoup de rebuts, il y a beaucoup de problèmes, comment on peut les éviter? Enfin, déjà, comment on peut les traiter? Et puis après, comment on peut les éviter? On fait du préventif. Et le contract management a une histoire similaire dans beaucoup d'entreprises.
on a des réclamations du coup de notre client, ou alors nos fournisseurs sont en retard, ça marche pas, etc. Pouf, déjà on commence par les pénalités de retard, qui est une sorte de réclamation. Et la question qu'on se pose, mais déjà comment on traite ce sujet-là? Et puis après, comment on peut s'en prémunir? Et comment on peut s'en prémunir? Eh bien, c'est là qu'on a les 3 autres piliers qui sont en œuvre. Le premier qui est la gestion de la documentation, l'administration du contrat, qui permet de garder trace des échanges et qui permet de formaliser finalement. On parlait de mémoire du projet. Ça peut ressembler presque à une main courante qu'on peut avoir dans certains projets. Je pense à des projets architecturaux. Le deuxième pilier, c'est la gestion du résultat, au sens l'attendu à l'heure. On retrouve le Q et le D du QCD, mais il manque le Q. Et le troisième pilier, c'est la gestion de la relation entre entités, entre groupes, mais aussi entre personnes. Et en fait, ça doit mener à éviter les réclamations. Réclamations au sens contentieux, hein, ça n'empêche pas des modifications, ça n'empêche pas des avenants, mais on veut éviter les litiges et les conflits sur les projets. Pourquoi? Parce que ça sert personne. On va pas se mentir. L'objectif d'un client, quand il commande une nouvelle usine à un constructeur d'usine, c'est pas de faire plaisir au constructeur et de lui donner de l'argent. L'objectif, c'est d'avoir une usine qui tourne. L'objectif du constructeur, c'est pas de faire traîner le chantier le plus possible, parce qu'il a d'autres chantiers, on espère pour lui, à traiter. L'objectif, c'est quand même que tout aille bien. Et donc, effectivement, si on met en œuvre des bonnes pratiques de gestion de projet, on se retrouve à mettre en œuvre de facto du contract management. Voilà. J'allais te demander, que faire pour maîtriser cette relation et sécuriser le projet, mais je pense que tu en as déjà, un peu parlé, donc on revient sur les différents piliers dont tu nous viens de parler. Tout à fait. D'autres choses peut-être à rajouter et à conseiller, peut-être en 1re étape, pour ceux qui ne sont pas forcément encore totalement dans cette démarche? Oui, alors effectivement, ça c'est comment on démarre le contract management en entreprise. Ce que je conseille en général, c'est de commencer par former les chefs de projet. Parce qu'évidemment, quand on parle contract management, on peut penser tout de suite contract manager. Mais le contract management, et je continue mon parallèle avec la qualité, c'est l'affaire de tous. Toute personne en relation avec un extérieur, avec une personne extérieure à l'entreprise, dans le cadre d'un contrat ou d'un potentiel contrat, devrait être sensibilisée aux notions de contract management. D'accord? Donc, c'est commencer par les chefs de projet. Alors, pourquoi? Parce que quand on est sur un projet vendu ou acheté, on a vraiment cette relation à piloter. Donc, encore une fois, le chef de projet qui ne pilote pas son contrat ne peut pas piloter son projet. Puisque le projet, on l'a dit, avant signature, n'existe que parce qu'on a envie de signer un contrat. Et après signature, le contrat n'existe que parce qu'on a signé. Donc, on est vraiment dans cette logique. Le chef de projet qui ne pilote pas son contrat, pour moi, on ne peut pas l'appeler chef de projet. Parce que c'est vraiment ce contrat qui donne corps au projet. Donc, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que si on met dans les pattes des chefs de projet des contract managers, alors qu'ils ne savent pas ce que c'est, à quoi ça sert, quelles sont les compétences, l'expérience montre que les chefs de projet n'utilisent pas cette ressource supplémentaire, cette compétence. Donc, si on arrive d'abord à former les chefs de projet à ce qu'est le contract management, à quoi ça sert, on a une meilleure intégration dans les équipes des éventuels contract managers qui peuvent être à plein temps, à temps partiel ou à temps partagé sur les projets. Et partant, on a une meilleure maîtrise des projets. Sachant qu'on n'a pas forcément besoin d'un contract manager, même à temps partiel, sur tous les projets. Le job peut être fait par le chef de projet. Oui, oui, et je pense que même si on en a un, ça permet aussi de l'utiliser à bon escient, justement et sur les bonnes problématiques, qui est pas Oui, forcément tout à toujours fait. évident si on connaît pas du tout. Tout à fait. Si on ne sait pas à quoi sert un contract manager, on ne va pas pouvoir travailler avec lui ou avec elle sur un projet parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut faire appel à cette personne, à cette ressource. Tandis que si on a déjà une vue sur les activités de contract management, et j'insiste, le contract management, c'est l'affaire de tous, on est plus à même déjà à identifier, quand on est chef de projet, quand est-ce qu'on a besoin d'une personne en contract management, un contract manager, mais aussi comment on peut répartir
ces activités au sein de l'équipe. Oui, éventuellement les distribuer, donner des rôles, Oui, et en dernière quoi? comme tout rôle de pilotage de projet. Voilà. Peut-être enfin, si on arrive sur des points de blocage avec un fournisseur ou un client d'ailleurs, est-ce que tu as des conseils, que tu pourrais nous donner pour essayer de mieux gérer ces points de blocage? Peut-être, une fois qu'ils sont arrivés et peut-être pour éviter qu'ils arrivent peut-être dans un premier lieu, dans les Ouais, 2 cas? alors l'idée évidemment, tu poses bien la question parce que l'idée c'est de les éviter les points de blocage. Mais effectivement, quand on est face à des points de blocage, on se retrouve dans des situations de négociation avec l'autre. Donc, c'est-à-dire que déjà, il faut absolument que le point de blocage ne soit pas personnel. Et ça, c'est un point important. On n'attaque pas les gens, on n'attaque pas les compétences, mais on attaque plutôt le projet. Et donc, on peut très bien faire du contrat et du projet une entité à part, lui donner corps finalement, déjà en donnant un nom à son projet, qui est, je le rappelle, une bonne pratique de gestion de projet, pour dire que le projet souffre de la relation, etc. Mais encore une fois, on garde de bonnes relations avec la personne, sans forcément devenir pote, hein, c'est pas l'idée. Et ça n'empêche pas d'avoir des relations contractuelles ou professionnelles tendues sur tel ou tel sujet du contrat. Donc déjà, il faut bien différencier le volet personnel du volet professionnel. Alors évidemment, on ne peut pas complètement occulter le volet personnel et le ressenti des gens, mais il faut y faire très attention, il faut y prêter une grande attention et traiter ce point-là pour qu'on ait une bonne relation avant de vouloir résoudre l'éventuel litige. Voilà. Ouais, peut-être du coup, rester factuel et ça me fait Ouais, aussi penser à l'épisode que j'avais enregistré avec, Gwenaël Manson sur la communication non violente tout à fait. où je pense que ça peut aussi être un bon moyen pour mettre en place une discussion, saine et justement, se prémunir de l'aspect, émotionnel, qui peut des fois perturber un peu, ces relations-là. Tout à fait, oui, communication non violente, négociation raisonnée de Harvard, en fait, tout ce qui est lié aux soft skills qui devrait faire partie des formations des chefs de projet après tout ce qui est perte, Gantt, chemin critique, et cetera. Ce volet communication, en fait, c'est ça qui va faire la différence, hein. On rappelle que, le PMI, nous dit que 80 à 90 du job de chef de projet, c'est communiquer. Et cette communication, elle est cruciale. Et on communique aussi avec toutes les parties prenantes. Je reviens encore une fois sur la gestion de projet, hein. Les parties prenantes et vos clients, partenaires, fournisseurs sont des parties prenantes importantes qui sont notamment pilotées via le contrat. Mais il y a une relation personnelle qui doit s'intégrer. Moi, j'ai une anecdote à partager. J'ai repris un projet sur lequel on avait appliqué des pénalités de retard à un fournisseur et le chef de projet côté fournisseur l'avait vécu personnellement, cette application de pénalité de retard. C'était assez exceptionnel, c'était assez rare. C'est la première fois que ça arrivait avec ce fournisseur avec qui on travaillait depuis des années, en fait, qui était une spin-off du groupe dans lequel j'étais. Donc, c'était des anciens collègues. Il l'a vécu personnellement. Et donc, quand j'ai repris le projet, il n'a jamais répondu à un seul de mes coups de fil et il n'a jamais répondu à un seul de mes emails. Parce que personnellement, il s'était senti attaqué. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement de personne côté fournisseur pour rétablir une relation saine et de confiance, en tout cas entre personnes. Mais oui. Après, le projet était ce qu'il était. Mais à partir du moment où on a la volonté d'avancer ensemble, et ça, c'est une autre leçon aussi, à partir du moment où on a la volonté d'avancer ensemble, le projet va s'en sortir. Et l'objectif, c'est d'avancer ensemble. Un jour, un de mes clients, avec qui j'étais très contractuel, trop contractuel. Ça, c'est un écueil de démarrage, de mise en place de contract management. On a envie de suivre le contrat à la lettre, etc. Un client me dit, mais Mister Jean, parce que c'était un client asiatique, donc forcément Jean-Charles Savornin, pour les Sud-Coréens, c'était pas facile. Il m'appelait Mister Jean. Mister Jean, il me dit, mais on est dans le même bateau. Et il avait 1000 fois raison. L'objectif, c'est que ça se passe bien pour tout le monde. C'est que tout le monde soit content. L'objectif, c'est pas d'assassiner l'autre. Et donc, c'est vraiment être dans le même bateau et ramer ensemble dans la même direction. Alors évidemment, l'objectif, c'est de faire un peu d'argent quand on est côté contractant et d'avoir un résultat utilisable
qui nous donne des bénéfices quand on est côté client, mais il faut ramer dans le même sens, sinon on va pas y arriver. Oui, ce que tu dis me fait penser des fois à des choses c'est il y a des moments où il faut savoir aussi, à quel moment utiliser le contrat et à quel moment peut-être, privilégier des choses le faire évoluer ou, accepter des choses qui sont pas forcément prévues pour le bien du projet. Ouais, tout à fait. Ce qui est important dans ces cas-là, c'est de venir modifier le contrat. Moi, je dis souvent, hein, le contrat, si on veut, on peut s'asseoir dessus. Mais si on est d'accord et qu'on écrit, qu'on s'assoit dessus et qu'on le modifie. Mais le contrat, effectivement, alors modulo hein, les délégations de signature et des délégations de pouvoir qu'on peut avoir dans l'entreprise dans laquelle on travaille, mais même modulo ça, si on veut complètement modifier le contrat, on peut. Si on part sur construire une maison et qu'on finit par développer un logiciel pour enregistrer des podcasts, pourquoi pas si tout le monde est d'accord? Oui, oui. C'est une question d'accord. Et de l'écrire et de le signer, c'est ça qui est important. C'est de garder cette trace parce que quand on arrive en contentieux, j'accompagne régulièrement des entreprises sur des sujets de ce type. C'est de l'archéologie. Retrouver tous les emails sur 4, 5, parfois 10 ans, c'est de l'archéologie. Pour peu que les gens aient changé, que les typologies, les outils de boîte mail aient changé. Parfois, j'ai des clients, il y a un certain nombre d'années, ils utilisaient Lotus Notes pour leur email. Mais autant vous dire que les échanges sont très compliqués à retrouver. Et alors là, en cas de litige, ça devient quasiment impossible de s'en sortir. La bonne nouvelle, c'est que c'est souvent le cas aussi de l'autre côté. Et Oui. donc là, on s'assoit autour d'une table et on discute. On a déjà vu pas mal de choses. Peut-être une question que j'aurais oublié de te poser ou quelque chose que tu veux rajouter, à ce sujet? Alors, le contract management, donc c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, tout secteur d'activité, toute entreprise confondue. Et là, si tu le permets, je vais faire un petit peu d'autopromotion, Ouais, ouais. puisque je suis à l'initiative de contractance.fr, qui est le blog français francophone du contract management. Donc, j'invite les auditeurs à s'inscrire, à suivre l'actualité et des articles de fond aussi sur contractance.fr, sur lequel est également disponible le journal du contract management que j'ai cofondé avec l'Association française du contract management et l'Association des diplômés du diplôme universitaire contract management d'Assas. Et en parallèle de ça, j'ai également cofondé l'Institut du contract management. Et les gens peuvent trouver mon livre Contract Management, outils et méthodes disponible. Il a été traduit en anglais et disponible sur Amazon. Et également une formation complète au contract management disponible sur contractance.fr. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention et pour cet, éclairage sur, le contract management et comment ça peut venir, aider ou en tout cas, maîtriser les risques d'une certaine manière, au sein des projets. Avec plaisir. Merci Tanguy pour l'invitation. Merci, au revoir. À nouveau, merci Jean-Charles pour cette présentation du contract management et de son implication dans la réussite des projets. Que le contract management soit déjà d'actualité dans votre structure ou que vous la découvriez, j'espère que les conseils de Jean-Charles vous aideront dans son déploiement. Vous avez des questions, vous souhaitez approfondir le sujet, venez en discuter avec nous sur LinkedIn. Cet épisode vous a plu? Abonnez-vous à Focus Projet sur votre plateforme préférée et parlez-en autour de vous. À la semaine prochaine.